Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, fin de trêve internationale après les 2 matchs des Bleus et retour aux affaires courantes pour ce week-end avec un déplacement du côté de Lens. Bonsoir Karim Attab. Bonsoir, je le dis quand même pour tous les amoureux, les vrais du football, la trêve internationale est loin d'être terminée parce qu'il y a des matchs ce soir, demain soir. La France a joué hier, mais le reste du monde continue à jouer. Joue encore. Alors, Karim Attab vient d'intervenir. Bonsoir monsieur Jacques Bail. Bonsoir les amis. La première question était celle-ci, effectivement. Est-ce que tous les internationaux marseillais sont de retour à la maison ou est-ce qu'il reste encore des matchs internationaux à disputer en ce début de semaine? Plein. Hier, c'était juste le début de la dernière journée. Oui. Donc, tu as des Africains, tu as des Européens, et je te parle pas des Sud-Américains qui joueront dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, on en a encore un petit peu. Tu vois, par exemple, ce soir, il y a Pierre-Emile Højbjerg qui va jouer, sans doute Ulysse Garcia, si il a du temps de jeu. Donc, la France a eu la chance, et on va en parler, de pouvoir jouer très tôt son deuxième match, ce qui va sans doute permettre aux internationaux français et pour celui qui nous intéresse, Adrien Rabiot, d'avoir quasiment une véritable semaine de préparation avec un match qui intervient le samedi. Alors que lors de la précédente trêve, l'OM avait joué le dimanche. Donc là, on joue samedi. Donc plus vite on peut récupérer nos internationaux, mieux c'est. Adrien Rabiot, Jaco, qui s'est illustré hier soir avec son 5e et 6e but en séquence équipe de France. On le voyait monter en charge ces dernières semaines. On a eu la confirmation hier soir. Ah oui. Adrien Rabiot, hier soir, a fait un très très bon match. Il a été accompagné de beaucoup de joueurs qui avaient aussi la même intensité. Parce que l'équipe de France, hier soir, il y avait de l'envie, il y avait de la passion. Et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que lui, il a été un des artisans de cette victoire. En étant buteur, bien entendu, mais en étant aussi un batailleur au milieu du milieu de terrain où il a récupéré énormément de ballons. Il n'est pas encore à 100% parce que moi je l'ai vu être meilleur que ça, mais il est déjà pas mal et ça c'est une bonne nouvelle. Tchouaméni, Kamavinga, on a l'habitude de voir aussi beaucoup cette jeune génération en équipe de France. Est-ce que Rabiot a envoyé un signal qu'il fait partie des tauliers encore et toujours ? Oui, après, l'équipe de France joue différemment du système de l'Olympique de Marseille. L'équipe de France joue souvent avec 3 joueurs de ce sérail-là. Il y a Adrien Rabiot joue milieu, je dirais, relayeur gauche, qui peut lui permettre de se projeter vers l'avant, mais qui aussi offre la possibilité de pouvoir venir défendre pour celui qui joue en 6, véritable. Et c'est vrai qu'à l'OM, pour l'instant, tu joues avec 2-6, le plus souvent, avec Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot. Il y a eu, notamment à l'occasion du déplacement à Nantes, une tentative de 4-3-3 avec Højbjerg pointe basse, Rabiot et Koné qui étaient devant. Moi je pense que de toute façon on en a parlé la semaine dernière, il y a des possibilités encore une fois, tu peux très bien inclure dans ce trio là à l'OM Valentin Rongier pour demander à Rabiot de moins défendre et d'être un petit peu plus créatif, mais bon, comme le disait justement Jaco, Rabiot est bien, Rabiot est mieux, mais Rabiot n'est pas encore à 100%. Faut pas oublier non plus qu'hier, il a marqué 2 buts magnifiques, mais sur coup de pied arrêté, sur des têtes. Donc j'aimerais le voir un petit peu plus dans la surface de réparation adverse quand l'OM aura des coups de pied à arrêter à tirer. Et on voit, l'OM n'a pas marqué un seul but sur coup de pied arrêté, si on accepte les pénaltys, bien sûr. Et quand tu vois qu'hier, la France n'a marqué que sur des coups de pied arrêtés, ça te donne l'importance aussi d'avoir des bons tireurs, des bons frappeurs et des bons joueurs dans la surface pour pouvoir mettre le ballon au fond, quoi. Moi, ce qui m'interroge le plus, Karim, ce que tu fais bien de le soulever, c'est que c'est vrai qu'il y a une belle victoire, parce qu'il y a eu de la passion, tout ce que tu veux. C'est bien que tu le dises, Jaco, Non, mais... parce que c'est pas le cas tout le temps, quand tu parles d'équipe de France. Oui, mais bien sûr, mais j'essaie d'être objectif. Hier soir, je me suis pas endormi. Le match, il a démarré un peu plus tôt que d'habitude. Mais les amoureux du football, ils en ont marre, je te le dis, de ton ami Didier Deschamps. Les amoureux du football, ils en ont marre. Non, mais les gars, Karim le disait, on a marqué 3 buts.
sur coup de pied arrêté, dans le jeu, tu construis rien. Et tu as vu les Italiens, ils ont quand même eu des occasions. Alors, bravo, félicitations. C'est magnifique parce qu'il y avait de l'envie et ça a donné un petit peu de tonalité au match. Mais si tu ne marques pas des buts dans le jeu, un jour ou l'autre, tu finiras par le payer. Parce que le coup franc de Lucas Digne, c'est exceptionnel. Ça faisait des siècles qu'on n'avait pas marqué sur coup franc. Donc, moi, je veux essayer de comprendre ce que veut nous faire Didier Deschamps. Alors, il est toujours arrogant en nous disant, si ça vous plaît pas, changez de chaîne. Si ça vous plaît, moi, je regarde pas ce qui se dit. Mais nous, on regarde ce qui se dit. Nous, on regarde le football. Et il y a beaucoup de matchs où on s'ennuie. C'est vrai que hier soir, on s'est un peu moins ennuyé. Karim, quand tu parles comme ça, Jaco, est-ce que tu le trouves sévère ou est-ce que tu te dis quand même, qu'on le veuille ou pas, cette équipe de France, elle gagne, tu te retrouves à te qualifier pour les quarts de finale de cette Ligue des Nations, en te qualifiant après avoir joué les poules dans un groupe où il y a la Belgique et l'Italie quand même. Oui, non, moi je trouve que Jaco est un peu virulent, mais je comprends, dans tous les cas, je comprends l'esprit de son intervention, bien entendu. Après, Deschamps lui-même le reconnaît, passer 12 ans en tant que sélectionneur d'une équipe, c'est beaucoup. Il le dit, il ne va pas jusqu'à la fin de la phrase en disant c'est sans doute trop. Mais bon, voilà, c'est sûr que le sélectionneur du pragmatisme, c'est Didier Deschamps. Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui reprocher ? Il a gagné la Coupe du Monde en 2018, il fait finaliste en 2022. Là, même si l'Euro est pas terrible, ils font quand même demi-finaliste. Ils font finaliste en France en 2016. Ils font quart de finaliste en Coupe du Monde en 2014 au Brésil avec le début d'une génération. Donc voilà, il passe très très rarement avec son groupe à côté d'une compétition. Et c'est vrai que, mis à part l'Euro du Covid, où la France a été éliminée en 8e de finale par la Suisse, alors que les Français menaient 3-1 à un quart d'heure de la fin. Moi, je pense que c'était un accident et que la France aurait pu aller encore plus loin. Mais bon, c'est quoi ? C'est encore une fois, c'est un jeu. Mais rappelez-vous, les amis, juste pour faire un parallèle, quand l'OM a été champion de France, l'OM n'a pas été le champion de France du beau jeu. Mais est-ce qu'on s'en fout au final ? Oui. Voilà. Quand tu gagnes la Coupe du Monde en 2018... Mais Jaco, non. Non, mais moi, bon, oui, non. mais Jaco, non. C'est pas ça. Je pense que Jaco, avec le panache que je lui connais, il aurait souhaité que Deschamps parte après la Coupe du Monde 2018 ou après l'Euro 2020 qui a été joué en 2021. Bien sûr. Voilà. Non, mais je sais, parce que je te connais. Mais ton explication, c'est l'explication de beaucoup de gens. Voilà. Après, je trouve que de temps en temps, c'est un peu trop sévère. C'est sûr que quand tu me dis, Karim, est-ce que tu as vu France-Israël ? Je dis oui, j'ai eu envie de me pendre. Et est-ce que tu as vu Italie-France ? Je me dis oui, c'était quand même beaucoup Parce que mieux. les amoureux du football, ceux qui aiment le football, ils s'ennuient. Moi, je connais un joueur, et tout le monde le connaît, et c'est le gâté de Karim Attab, il s'appelle Karim Benzema. Mais Karim Benzema, il a dit, mais moi, je plains les gens qui ont la cinquantaine, parce que maintenant, en regardant l'équipe de France et le football actuel, ils s'emmerdent. Et c'est ce qui se passe, les gars. Mais jusqu'à quand on va devoir voir ce genre de match ? Ça, Mais pas celui d'hier, pas celui d'hier. Non, mais c'est hier soir. Oui, parce que presque c'est un peu surréaliste de t'entendre parler comme ça aujourd'hui. Celui d'hier, justement, ça te fait plaisir de te dire, enfin, j'ai vu un match de football. Même ma femme, elle m'a dit, tu n'as pas été tout couché? Non, parce que je me suis régalé, j'ai vu un match de football. Dommage, il y avait de dommage pour le coup. Voilà. Il y avait de l'intensité, il y avait de la passion. Mais tout ça, c'est dû aussi avec Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi qui met un peu de l'animation, qui va au contact, qui bouge un peu les adversaires. Parce que moi, les joueurs comme Camavinga, Tchouaméni, c'est des très, très, très bons joueurs. Mais Camavinga, à un moment donné, ça commence à m'endormir. Donc, eux, ils commencent à mettre un peu de tonalité. Et je pense qu'il a compris, Didier Deschamps, qu'il fallait changer un peu de joueurs. Parce que s'il y a eu ce match-là, c'est parce qu'il y a eu des joueurs qui ont fait la différence. Moi, vous me faites rigoler quand vous parlez de Didier Deschamps, les gars. Mais on parle de génération de footballeurs qu'il a. On en parle. Chaque fois qu'il s'en va des joueurs, il en arrive d'autres encore plus forts. Même le gardien, il s'en va Loris, il arrive Maignan. Mais chaque fois, c'est quand Maignan va partir, il y aura Chevalier. Voilà, c'est une manne de joueurs qui c'est jamais arrivé aussi fort, aussi longtemps. Alors, je vous l'accorde, votre Didier Deschamps, bravo, mais merci. C'est pas notre Didier non, mais Deschamps, après, Jaco. vous allez dire aussi, il a peut-être perdu la finale de la Coupe du Monde, il a perdu la finale de championnat d'Europe, ce championnat d'Europe où tout le monde s'est ennuyé, j'ai pas envie de me répéter sur le gros mot, tout le monde s'est ennuyé à ce championnat d'Europe. Vous vous rappelez le dernier là que l'on a eu la finale, c'est en 2016. Non, mais là, le demi-finale. Voilà, la demi-finale jusque là.
Oui, il y avait que des pénaltys au début contre leur camp. C'est terrible quand même, les amoureux du football. Donc voilà, alors bravo à votre Deschamps. Allez, on referme cette parenthèse internationale pour retrouver le championnat ce week-end avec ce déplacement. On va suivre quand même, je te le dis, excuse-moi, mais on va suivre avec attention ce qui va se passer pour les joueurs qui sont encore concernés. Parce qu'il y a quand même pas mal de Marseillais et c'est vrai que on arrive dans une période de la saison où les joueurs ont beaucoup joué, même s'il y a eu une intersaison et qu'on a changé d'exercice au mois d'août. Mais voilà, il y a des enchaînements de matchs, il y a des voyages qui surchargent un petit peu les joueurs et qui peuvent leur donner quelques problèmes. Je dis pas. Donc voilà, quand je pense à Amir Murillo, à Ismaël Koné, qui sont de l'autre côté de l'Amérique du Nord, quand je pense à Geronimo Rulli, à Leonardo Balerdi, qui sont en Amérique du Sud. Donc voilà, il faut quand même faire un petit peu attention et en sachant qu'il va falloir les mettre un petit peu dans du coton quand ils vont rentrer, parce qu'eux n'auront pas de véritable séance, ils ne prépareront rien du tout. Ça sera juste, je vais pas dire un décrassage, mais un décrassage plus avant de partir à Lens et de jouer samedi à 17h. Jaco, l'OM reste sur cette fameuse défaite douloureuse à domicile face à la Géoxer. Est-ce que ces quelques jours ont pu faire du bien aux têtes marseillaises? Ben oui et non. Et Karim nous disait qu'il a interviewé De Zerbi et qui disait qu'il a surtout pas digéré parce que souvent dans ce genre de situation, Marco, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le dernier match. Tu le visionnes et tu le regardes encore une fois, tu te dis c'est pas possible. Alors moi j'espère que ça puisse leur avoir fait du bien, mais autant de détresse, autant de mauvaises passes, autant de mauvais choix, autant de si peu d'intensité, c'est très très dur à digérer. Et en plus, il n'a pas la totalité de son groupe. J'espère et je souhaite de tout cœur qu'il ait pu remettre un petit peu de joie dans le vestiaire. Mais quand tu es entraîneur, crois-moi que pour digérer ça, c'est parce que si tu le purgeasses contre Auxerre où il ne s'est rien passé. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai entendu Karim nous dire qu'il était loin de l'avoir digéré. Alors, Roberto De Zerbi, justement, qui est resté sur un coup de colère avec cette fameuse phrase où il mettait en balance un éventuel départ. Est-ce que c'est un truc qui plane toujours, ça? Ou est-ce que tout le monde est passé à autre chose? Si tu avais écouté le bar des supporters, tu aurais compris que c'était pas... Non, je plaisante. Mais je vais te dire... Après, à un moment donné, la déclaration de Zerbi, je ne vais pas dire qu'il n'a pas dit ce qu'il a dit. Mais après, il y a une lecture un peu entre les lignes quand même. Quand tu sais quelles sont les considérations de la direction de l'OM à l'égard du coach italien, tu te dis que c'était impossible de le voir partir sur un coup de tête comme celui-là, vu aussi l'engagement qu'il a et avec le bus de staff qu'il a avec lui. Non, mais il représente une équipe, quoi. Oui. Il représente deux équipes. Il a l'équipe de l'Olympique de Marseille et l'équipe de son staff. Donc après, voilà, je pense que Roberto De Zerbi, on l'a dit plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, c'est quelqu'un qui a du mal à cacher un petit peu ses sentiments profonds et il faut que ça sorte. Je pense, en toute honnêteté, je pense qu'il aurait préféré ne pas se présenter devant la presse le soir après Auxerre. Il nous a dit qu'il aurait préféré rejouer un match 3 heures après la déception de Auxerre. Il nous a même dit qu'il se sert... En vrai, il ne parle pas aux journalistes. Quand il fait des confs de presse, il parle aux supporters directement. Aux supporters. Les messages sont adressés aux supporters. Donc, il s'excuse, il donne des explications. Mais non, je pense qu'il n'y a même pas eu 1% de chance de voir l'Italien quitter l'Olympique de Marseille. Pas après ça. Que tu me dises... Pas non plus après ce que dit Jaco, s'il y a par exemple un nul contre Lens et une défaite contre Monaco. Oui, parce que la question c'est est-ce qu'après quelques turbulences, ça peut pas revenir cette histoire? S'il y a une cassure un jour entre l'OM et De Zerbi, elle va pas se faire au bout de 15 matchs. Elle va se faire au bout de 20-25 matchs. Sauf si tu me dis qu'il y a une série où l'OM ne gagne plus un match jusqu'au mois de janvier. Là, je te dirais, oui, attention. Ça, pour moi, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs à l'extérieur. Et que les matchs à l'extérieur... Non, mais c'est vrai. Ouais. Et tu vois, quand on dit est-ce qu'on sort un petit peu du syndrome OM Auxerre? Moi, je te dis, on se projette sur un match à l'extérieur. Et un match à l'extérieur te donne beaucoup plus de certitude. Ce qui te donne pas la certitude de gagner à Lens, mais tu vas aller à Lens plus costaud dans la tête que quand tu vas recevoir Monaco une semaine plus tard. Tu sais, ce genre de garçon qui me semble être un monsieur honnête. C'est un monsieur franc. Et c'est pas un tricheur, lui.
Il y a des gens qui sont là, qui vont aller jusqu'au bout de leur contrat, qui vont essayer de racler de l'argent. Lui, il s'en tape, les gars. C'est sûr et certain, il s'en fout. Donc, moi, le mauvais scénario, tu perds à Lens, tu fais un match pourri contre Monaco, je pense que lui, il dépose la valise, il dit, c'est bon, j'en ai assez. Je crois pas. Je pense qu'un mec comme ça, sur un coup de colère, avoir eu un mauvais pari, un mauvais Auxerre, un mauvais Monaco où les joueurs sont catastrophiques. Parce qu'il a quand même expliqué... Non, mais n'invoque pas le diable, toi aussi. Non, Sérieux. oui. Oh, les gars, c'est la trêve, tranquille. Marc, il a dit qu'elle était finie, mais elle n'est pas finie. Et pour le coup... J'invoque pas le diable. Je dis juste que lui, c'est un gars entier. C'est un gars qui se met à fond dans le football. Et s'il est écœuré par la prestation de ses joueurs, il va te dire, j'en ai marre, je me casse. Parce que vous m'énervez, vous me secouez. Je pense pas, Jaco, je pense pas. Par contre, honnêtement. si tu as la chance de faire un bon résultat à Lens, et je pense qu'on en est capable, parce qu'on l'a dit à l'extérieur, on est capable de faire de belles choses. Et si tu fais un résultat contre Monaco avec un petit peu de quelque chose qui se passe au Vélodrome, là c'est reparti. Là il va être, là si tu veux, il va avoir du plaisir. Je pense qu'il a besoin. Elle est où la boule de cristal? Non mais je regarde s'il a une boule de cristal devant lui. Il a besoin. Jacques Nostradamus. Ce que je veux vous dire, les gars, c'est que Irma Bail. ce sont des gens entiers. Ce sont des gens entiers. Oui, mais la séquence, elle t'a contrarié, Jaco. Quand il te dit, si c'est moi le problème, je m'en vais déjà, c'est que lui, quand il a vu ça, il était écœuré, dégoûté. Il a dit, moi j'écoute ce que dit Karim, il a dit, moi 24 heures sur 24, je vis de football, c'est un passionné de football. Et sans amour, il restera pas. Jaco, tu as travaillé dans un staff pendant plus de 20 ans, tu as été au contact de coachs, tu as été au contact de joueurs, tu as été au contact de dirigeants, de présidents. Quand tu passes à travers d'un match sur lequel tu comptais énormément, mais que tu passes, c'est un crash, c'est même pas passer à travers. Et je pense que tu as deux caractères qui s'opposent. Tu as quelqu'un qui va venir mort-vivant devant la presse, et tu en as un qui va venir et qui va t'expliquer que voilà, c'est la fin du monde. Et c'est pas pour autant que ceux qui te prédisent la fin du monde quittent le navire après quelques semaines. Je pense qu'il y a quand même aussi cette culture de la déception de l'instant. Et c'est vrai que quand tu fais une conférence de presse une demi-heure après le coup de sifflet final d'une purge, comme tout le monde a pu l'avoir entre l'OM et Auxerre, quand tu sais qu'il va te falloir 5, 6, 7, 9 jours pour digérer un petit peu, dis-toi qu'une demi-heure après, tu es prêt à dire si j'habite à Martigues, je saute du viaduc, je sais pas, moi, il y a des trucs de fou qui peuvent passer. Et comme tu le dis, c'est un passionné plus. Eh oui. Oui, mais il n'est pas fou. Mais non, mais sur un coup de sang, frérot, sur un coup de sang, tu le sais comme on est, toi, mais moi. non, tu le sais. Moi, non. Mais non, toi, non. Juste toi. Juste toi. C'est-à-dire, sur un coup de sang, tu peux dire, à la fin, tu dis, tu vois, être énervé, quand tu as mis quelque chose en place et qu'il se passe la totalité à l'inverse de ce que tu as préparé, tu deviens fou, tu deviens dingue. Tu dis, mais c'est ça? Ce que je prépare mes joueurs. Alors, je ne le souhaite pas, parce que moi, ce garçon, pour une fois, et je le dis, ça fait très longtemps, qu'on a quelqu'un de pur, de sain, de passionné. Je souhaite de tout cœur qu'il réussisse, parce que c'est quelqu'un qui ressemble à notre OM. Quand il parle, je me régale. Je suis, moi, en conférence de presse. Tu te régales, mais ça t'avait gonflé quand même de l'entendre envoyer cette punchline en disant je suis sur le départ, si c'est le problème, c'est moi. Mais voilà, mais on est tous des latins, et c'est comme ça. Des sanguins. On a envie de crier, d'hurler. Moi, je me vois pas un mec comme ça qui m'explique les choses. Oui, mais bon, non. Des fois, il y a des hauts, des fois il y a des bas. Et je suis solidaire avec lui, je me régale. Et il me régale. Voilà. Quelles sont les principales questions, justement, pendant cette trêve, pendant cette séquence internationale que De Zerbi se pose le plus? Est-ce que c'est toujours cette fameuse défense qui tire souci? Est-ce que c'est un schéma de jeu différent? Est-ce que c'est le poste de meneur de jeu? Est-ce qu'il réfléchit à qui doit jouer véritablement le plus à la pointe de l'attaque? Non, mais il réfléchit à tout. Après, quand tu poses les questions, tu donnes les réponses de suite. La question de qui doit jouer au poste d'avant-centre, c'est uniquement le travail qui a été fait pendant la trêve qui donnera la réponse. Voilà, l'état de forme d'Eli Wahi et de Neil Maupay. C'est un éternel recommencement, ce duel. Maupay fait un bon match à Nantes.
Wai fait un bon match à Montpellier, il est obligé de jouer contre le PSG. Mopé fait un bon match à Nantes, pour moi, il est obligé de jouer contre Auxerre. Mais à chaque fois, Wai n'est pas bon contre Paris et Mopé n'est pas bon contre Auxerre. Donc pour moi, tu redistribues les rôles et tu dis celui qui réussit une meilleure préparation, qui montre le plus d'intérêt, notamment dans la première semaine. Pour moi, la première semaine, elle était très importante parce qu'il n'y avait pas de match. Et quand tu peux gérer. Tu peux te dire, il n'y a pas de match, je ne vais pas me donner à fond. Et ça, je pense que ça ne plaît vraiment, vraiment pas à Roberto De Zerbi et à son staff. Donc, la réponse sera simple. Hein. Celui qui aura fait 15 jours plus meilleur que l'autre, s'il y en a un des deux qui se détache, jouera contre Lens. Après, tu peux prendre aussi l'exemple de te dire, Wai a joué à Lens l'année dernière, peut-être que c'est bien de le faire jouer. Mais... Tu vois, il y a plein de choses. Après, le meneur de jeu, si Amin Harit, il est de retour, il n'y a pas de question. C'est s'il n'est pas de retour. Moi, les infos que j'avais la semaine dernière, c'est qu'il était encore en soins pour ne pas prendre de risques et pour reprendre une semaine pleine cette semaine-là. Donc, on essaiera d'avoir des infos dans la semaine pour corroborer un petit peu notre pensée. La défense, moi, je pense qu'il est plus dans un truc de... alors, il se focalise sur Lens, bien entendu, la préparation du match, comment le préparer, le match, parce que avec un effectif amputé de pas mal d'unités, c'est pas simple. Notamment, il y en a quand même 4 qui vont rentrer jeudi soir et qui ne pourront s'entraîner que vendredi avec le groupe, c'est-à-dire veille de match, c'est-à-dire juste mise en place de match. Après, c'est sûr que dans un coin de sa tête, il doit rêver du Vélodrome. C'est clair et net, de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus, moi, pour faire en sorte que mes gars, ils comprennent le message qu'ils semblent comprendre à l'entraînement et qu'ils n'arrivent pas à appliquer en match. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. S'il veut s'améliorer au Vélodrome, un milieu récupérateur avec du monde un petit peu plus haut, c'est-à-dire faire un V. Parce que c'est pas possible, le milieu est abandonné. On a deux milieux qui sont Rabiot et Eric Berg qui sont trop près de nos défenseurs centraux. On parle des attaquants. On est en train de tirer comme ça, tu joues plus avec un 10. Ouais, mais ça fait rien. Non, on explique. Mais ça fait rien. Si tu veux, moi, je peux mettre deux numéros 9 contre Auxerre. Je peux arriver à faire un Eli Wai et Mopé et arriver à... Tu vois, je pense que notre milieu, on est souvent en difficulté parce qu'on est en sous-nombre. Moi, je pense plus à remplir le milieu qu'à jouer à 2 devant. Parce que ça ne lui plaît pas. Mais Karim, tu peux avoir 2 devant, mais un derrière l'autre, c'est aussi possible. C'est pas pareil. Il y a plein de possibilités. Un derrière l'autre, c'est comme si il y avait un 9,5. Où tu peux arriver à avoir quelqu'un dans le cœur du jeu. On est en train de s'en prendre chaque fois Eli Wai, Mopé, mais chaque fois qu'il y en a un ou l'autre, Mopé a une légère petite avance au niveau des buts sur Eli Wai. Mais ça a été difficile contre Auxerre. Il en a autant, mais il a joué moins de matchs. Et Wai, lui, il a eu un penalty. On parlera effectivement tout à l'heure, on parlera plutôt demain de l'intérêt que Brest a pour un certain Chancel Mbemba. Les grandes manœuvres, visiblement, au niveau du mercato. C'est surtout que Chancel a donné une interview d'après-match, après la défaite de la RDC. Je crois que c'était à Canal Plus Afrique, et voilà, où il dit que même s'il renvoie beaucoup de choses à Dieu, il dit quand même quand il n'y a pas Dieu, c'est les hommes qui décident. Non, mais surtout qu'il va essayer de quitter le club au mois de janvier. Donc, mais c'est logique, parce qu'après, à un moment donné, une année sans jouer, c'est long, qu'avec des matchs internationaux, parce que cette trêve que tout le monde adore, c'est terminé jusqu'au 17 mars. Donc, jusqu'au 17 mars, on va être tranquille, on aura des semaines qui vont s'enchaîner, il va y avoir la Coupe de France qui va arriver, et si lui, il est là en simple spectateur pour regarder ça peut être long, quoi. Alors, on reviendra effectivement sur cet intérêt du Stade brestois pour Chancel Mbemba, le Stade brestois ou d'autres clubs. Il y en a d'autres. Oui. Ouais. On en discutera dans d'autres émissions du BDS. C'est tout pour ce soir, les frérots. Merci Jaco. Merci les gars. Merci Karim. Merci les amis. Le bar des supporters du lundi au vendredi. À demain 18h.